Castel, s'interrogeant sur une des formes les plus complètes de domination sur les corps, celle que constitue l'institution psychiatrique, qu'il avait abordée à partir de son travail de présentation d'Erving Goffman et à partir de ses premiers travaux personnels, était au fond un cas parfait pour mettre à l'épreuve, disons, ces notions de dispositifs, d'assujettissement, de microphysique du pouvoir. Et Castel, dans les premières lignes ou les premières pages de son livre L'ordre psychiatrique, en 1976, insiste vraiment sur cette relation à Foucault, en évoquant lui-même ce qu'il appelle une théorie matérialiste du pouvoir. Or donc, il me semble que Castel s'inscrit pleinement dans une problématique d'une sociologie historique de la domination qui serait fidèle à son programme, mais qu'au lieu, disons, de faire sa démonstration à partir d'outils sociologiques standards, il utilise de manière qui me semble tout à fait féconde, parce que l'ordre psychiatrique et la gestion des risques ont été des livres marquants pour les sociologues, et peut-être plus évidemment marquants que Surveiller et punir, dans la mesure où ils s'y reconnaissaient directement. Il me semble que les travaux de Castel, là, ont, disons, tout en étant très fidèles à quelque chose qui serait, je ne sais pas si on peut parler d'esprit foucaldien, mais en tout cas de souci de traiter à la fois, enfin, c'est une définition peut-être personnelle des choses, mais à la fois, disons, Foucault, c'est une approche hyper micrologique que les sociologues, à l'époque, les sociologues français en tout cas, ne pratiquaient pas, c'est-à-dire être vraiment à une échelle d'observation qui peut être très très petite. Et puis, de l'autre, disons, travailler ce qu'ont fait les historiens et peut-être un peu les sociologues plus tard, que ne l'a fait Foucault, travailler sur différents plans historiques, ce qui permet de penser la domination sous une forme beaucoup plus complexe. Castel s'interroge, disons, sur l'ordre psychiatrique en sociologue, mais il va intégrer dans sa problématique, je crois, et c'est tout à fait important pour comprendre comment Castel va sortir d'une problématique de la domination qui est à la fin des années 60 celle des sociologues et aussi celle des philosophes althussériens, d'une forme de domination par appareil, par système de contraintes idéologiques et normatives. Il va s'ouvrir, disons, sur des formes plus complexes, moins directement déterministes ou monocausales, disons, de l'intervention institutionnelle sur des individus et aussi de la constitution, disons, de dispositifs institutionnels de gestion, c'est le terme qu'il emploiera probablement avant les autres, de gestion de ces populations qui sont des individus, des corps, dans des espaces particuliers. Lorsque j'ai commencé à essayer de réfléchir autour des questions, bon, l'approche effectivement ou la prise en charge sociale de la folie, Goffman, ça a été ma référence principale, que j'ai d'ailleurs découvert parce que au fond, en France, enfin, bon, quand on commence à travailler sur un sujet, on regarde un peu s'il y a une littérature là-dessus, etc. Bon, en France, il n'y avait pas grand-chose, en tout cas qui m'intéressait par rapport à ce que je voulais faire, une approche un peu sociologique, un peu objectiviste de ces questions-là. Alors, j'ai regardé du côté de la littérature, enfin de la sociologie américaine, il y avait beaucoup de choses, mais peu de choses qui m'intéressaient, en ce sens que c'était souvent des analyses professionnelles ou psychosociologiques, etc. Et je crois que je peux dire, effectivement, c'est pas me vanter, j'ai découvert Goffman, enfin à l'époque il n'était pas connu en France, je me suis dit, tiens, et d'ailleurs c'est tellement vrai qu'à l'époque, bon, j'étais en contact, ça c'était en 66 je crois, ou 67, avec Bourdieu, avec qui je travaillais un petit peu, et j'ai dit à Bourdieu, qui en même temps d'ailleurs dirigeait aux éditions de Minuit sa collection Le Sens commun, je lui ai dit, tiens,
il y a un livre là, moi je trouve que c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, Bourdieu l'a lu et tout de suite, d'ailleurs, il m'a dit, effectivement, et d'ailleurs, il m'a dit, occupe-toi, non pas de la traduction, parce que j'étais pas capable de traduire Goffman, mais de l'édition, c'est-à-dire que j'ai fait la préface. Si on a dit, mais ça, c'est en partie anecdotique, mais c'est pour dire que pour l'approche que je cherchais, comme ça en tâtonnant d'ailleurs, il me semblait que le point de vue de Goffman, cette analyse à la fois distanciée mais aussi concrète de l'institution psychiatrique et de ce qui s'y déroulait, le rapport aux malades, les rapports médecins-malades, etc., était justement quelque chose de puissant. Mon rapport à Foucault, c'est surtout justement cette approche qu'on peut appeler généalogique, et que c'est ce que d'ailleurs j'ai toujours fait dans ma vie et que je continue à en faire. Je pense qu'on ne peut penser, essayer d'analyser une question présente si on n'en fait pas un peu lorsque ce que Foucault appelle la généalogie ou la problématisation, etc. Et en ce sens-là, effectivement, bon, des analyses comme j'ai essayé de les faire, remontant par exemple au début de l'aliénisme, enfin au début pour le travail sur la psychiatrie, l'ordre psychiatrique, bon, ça se trouvait recoupé des préoccupations que Foucault avait magistralement exposées, et donc il y a eu comme ça cette espèce de réunion, enfin de réunion en tout cas, de mise en parallèle au moins de ces deux approches, mais sans que ça ait été comme ça. Le détour par l'histoire me paraît absolument essentiel. Hein. Et là, effectivement, on retrouve, je crois, quelque chose qui est également au cœur de la pensée de Foucault, c'est de comprendre que ce qui advient aujourd'hui ne tombe pas du ciel, que c'est le résultat d'une série de transformations, à la fois, bon, il y a de l'innovation dans le présent, mais il y a aussi beaucoup d'héritage, et je crois comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est établir cette connexion entre, disons, effet d'innovation et effet d'héritage. Et en ce sens, effectivement, il y a une certainement proximité avec Foucault, sans que là non plus je me sois mis comme projet, ce qui serait d'ailleurs pas du tout déshonorant, loin de là, hein, de sociologiser la pensée de Foucault, simplement parce que, bon, je suis plutôt sociologue, encore qu'on pourrait en discuter, mais enfin, c'est quand même, je suis en même temps durkheimien, et même beaucoup, et dire bon, que finalement, l'objet de la sociologie, c'est de comprendre notre société, ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pas faire de l'histoire, mais comme on le disait à l'instant, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut reconstruire la série des transformations qui amènent à cet équilibre actuel. Si on se souvient de Surveiller et punir, une des choses très intéressantes de Surveiller et punir, c'est qu'on voit qu'un événement comme la Révolution française, qui est dans l'historiographie française vraiment l'événement, n'intervient pas. On peut d'ailleurs ouvrir une parenthèse pour dire, pour répéter ce que Roger Chartier, par exemple, a écrit dans ses analyses sur Foucault, dans ses lectures sur Foucault, que finalement, l'événement chez Foucault, et l'événement révolutionnaire en l'occurrence, n'est ni présent dans l'histoire de la folie, ni dans Surveiller et punir, ni même dans Les mots et les choses. Donc je crois que là, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Foucault, c'est une périodisation tout autre que la périodisation traditionnelle. La grande question pour les sciences sociales, c'est celle de la manière dont elles analysent le monde social, comment elles le traitent, avec quels outils, et comment elles le décrivent au fond. Et ce qui me paraît important
dans l'histoire de Surveiller et punir, c'est que nous avions toute une gamme de notions autour du contrôle, hein, pour dire vite, mais que ces notions, en particulier dans la sociologie américaine, dans lesquelles elles avaient été construites, étaient plutôt des notions théoriques. Et au fond, ce qu'a apporté Foucault, c'est un autre regard sur des pratiques, un regard sur des pratiques qui les analysait comme telles, dans des dispositifs, dans des gestes, dans des agencements concrets, d'où l'ouverture extraordinaire de Surveiller et punir qui avait tant frappé les lecteurs de l'époque. Je ne dirais pas que Foucault a révolutionné la sociologie, parce que ce n'était pas du tout son propos, mais qu'en tout cas, il offre aux sociologues quelque chose comme une épreuve permanente qui les conduit à se demander au fond d'où ils tiennent ce qu'ils font, je crois. Ça, c'est tout à fait frappant pour moi. La lecture de Foucault permet d'éviter toute forme de routinisation d'une pratique d'enquête ou d'une pratique sociologique. Elle s'inscrit aussi, je pense, dans une perspective, alors qui n'est pas encyclopédique, le mot est mal choisi, mais qui est une perspective qui dépasse les cadres disciplinaires. Et elle s'inscrit aussi dans une perspective politique qui, en dépit de toutes ces ambiguïtés, et elles sont nombreuses, nous conduit, je crois, à évaluer en permanence ce que nous faisons. Sur son engagement au sein du GIP, il faut rappeler en quelques mots la genèse de cette action, qui est une genèse que Foucault qui est une action que Foucault n'a pas menée tout seul. Hein. Rappeler quand même qu'il s'appuie sur des luttes contemporaines qui sont celles notamment animées par la gauche prolétarienne, et que, si j'ose l'expression, il surfe sur ces engagements-là. Mais il ne surfe pas seulement sur cette mobilisation-là autour des prisons qui est liée à l'enfermement de prisonniers politiques, il use aussi d'un autre canal qui est celui d'une part de la guerre d'Algérie avec Vinal Naquet et des luttes autour de l'anticolonialisme. Et puis, ce qui relève aussi de la résistance, et notamment à travers Clavel et quelques autres, donc d'une résistance, mais aussi avec une coloration catholique. Hein, Clavel, Mauriac et bien sûr Jean-Marie Domenach. Pourquoi c'est important? Parce que cette espèce de triade comme ça, en tout cas ces trois éléments vont toucher des publics différents, jouer sur des stratégies différentes et sur parfois des objets différents. L'histoire du GIP, elle dure, l'aventure du GIP, elle dure en fait de décembre 70 où Foucault commence à l'invitation d'ailleurs de l'AGP et de Daniel Defer. Hein. Foucault se lance dans cette aventure avec les deux autres. Il engage des enquêtes, il fait, et c'est peut-être le point important, il fait de l'information une lutte. Ça, je crois que c'est la grande... le terme est probablement maladroit, mais la grande modernité au fond du GIP, 30 ans après, c'est bien de faire de cette notion d'information une lutte. C'est peut-être la chose très importante. La seconde, c'est qu'il utilise, reprend, déplace la technique du questionnaire, et pas du questionnaire qui est en direction des personnels, des intervenants, mais directement vers les détenus. C'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, mais ils reçoivent finalement des questionnaires remplis. Et ça,
c'est essentiel parce que l'idée du GIP était que ces témoignages produisaient du savoir, que de ces paroles individuelles, de ces expériences individuelles pouvaient naître c'est les termes d'ailleurs, le texte, pouvait naître un savoir collectif, un savoir politique. Pourquoi effectivement lier ensemble surveiller, punir et l'engagement, ou tout au moins oui, l'engagement de Foucault au sein du GIP. Je dirais plutôt l'expérience GIP. D'abord, tout simplement, parce que c'est quelque chose que Foucault reconnaît. Il le reconnaît et il en dit sa dette dans une des... pas les toutes premières pages du livre, hein, puisqu'on se souvient que c'est le fameux supplice de Damien, mais un peu plus loin, il revient et il dit c'est au fond l'expérience que j'ai eue avec le GIP, des prisons et des révoltes surtout, qui m'a encouragé à, et c'est là qu'apparaît, je crois, une notion forte sur laquelle on pourrait débattre, hein, qui est une histoire du présent. Hein. Je crois que ce n'est pas nouveau chez Foucault, c'est quelque chose qui est présent bien avant, cette idée d'articuler l'actualité et un travail de recherche qu'on pourrait qualifier, pour certains, enfin, je crois qu'on peut qualifier d'historique, en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose d'important de souligner effectivement que Foucault, certes, publie Surveiller et punir en 1975, donc quand même près de 3 ans après la fin de son engagement, peut-être pour pas, dit-il, user, donner le sentiment qu'il utilise intellectuellement une révolte, enfin les révoltes et l'action des prisonniers. Mais si on dépasse ces premiers éléments, et sans tomber, je crois, dans un travers qui consiste à penser que Surveiller et punir parle de la société contemporaine, c'est-à-dire de passer de ce que Foucault appelle la société disciplinaire, et il la désigne assez, si on regarde les textes, il la borne, hein. On est bien dans ce 19e siècle qui nous façonne, je crois encore, beaucoup, et pas dans ce que Deleuze appelle ensuite la société de contrôle. Donc ça, c'est une chose. Mais néanmoins, pourquoi l'expérience du GIP est importante? C'est peut-être parce qu'il a accès à toutes sortes d'informations qui vont lui faire prendre conscience de ce qui n'est, à un moment donné, au début, qu'une architecture. Et de tas de dispositifs de pouvoir qui sont au centre de Surveiller et punir, de dispositifs de pouvoir qui ne relèvent pas seulement de l'architecture. Je crois que la pratique de l'enquête dans le cadre du GIP est quelque chose d'important et d'innovateur, et en même temps c'est quelque chose qui, d'abord, qui est précédé chez Foucault par des choses très précises, c'est-à-dire pendant toute la décennie des années 60, quand il s'occupe des cas littéraires, indépendamment des grands livres, à côté des grands livres, il y a cette espèce d'énorme travail sur des figures littéraires, il y en a énormément, il y a plus de 25 occurrences, je crois, avec une espèce de panthéon personnel de Foucault, de ces figures qu'il appelle des figures de l'ésotérisme structural, c'est-à-dire des figures qui paradoxalement ne rentrent pas dans la grille d'analyse de Foucault telle qu'elle est développée dans les livres. On ne sait pas quoi en faire. Ce sont des cas littéraires qui sont des non-objets qu'on n'arrive pas à identifier, qu'on n'arrive pas à mettre dans une des cases du savoir, qu'on ne fait pas rentrer dans l'économie discursive. Et Foucault travaille sur eux parce que il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de la parole subjective, avec une opposition qui est très forte et qui est en même temps pas nouvelle en philosophie et en sciences humaines, qui est une opposition entre le type de discours dont on peut faire la science et le type de discours ou le type de parole dont on ne peut pas faire la science, c'est-à-dire la vieille opposition de Saussure entre langue, l'objet de la linguistique, et la parole,
que Saussure, quand il écrit le cours de linguistique générale, quand il fait le cours de linguistique générale, laisse complètement de côté. Alors les cas littéraires auxquels s'intéresse Foucault, ils sont du côté de la parole, là où les livres sont du côté du discours linguistique, de l'ordre du discours. Et je crois qu'il y a un désordre de la parole qui fascine Foucault parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui s'y joue. Et ce quelque chose qui s'y joue, c'est à la fois une réaction au pouvoir, une résistance. Alors à l'époque, il utilise encore des catégories qui sont des catégories empruntées à des gens qui lient, qui comptent énormément dans le vocabulaire foucaldien de l'époque. Il parle de transgression en empruntant le concept à bataille, il parle de dehors du système en empruntant le concept de dehors à Blanchot, l'écriture du dehors. Il commence à parler de résistance à la fin des années 60. Le problème, c'est que ces cas littéraires auxquels il s'intéresse, pour la très grande partie d'entre eux, sont aussi des cas de schizophrénie. Il y a à l'époque, chez Foucault, comme chez un certain nombre d'autres personnes, je pense en particulier à Deleuze et à Guattari après, qui travaillent sur l'écriture psychotique. Il y a l'élan de l'antipsychiatrie. Et il y a la tentation de penser que l'écriture psychotique est une écriture qui est restive et en résistance par rapport à l'ordre du discours, parce que c'est une écriture du désordre. Et c'est une hypothèse que Foucault, contrairement à Deleuze et Guattari, abandonne très rapidement parce qu'il se rend compte que le seul problème réel, mais c'est un problème conséquent, de l'écriture psychotique, c'est la souffrance. C'est-à-dire que c'est la scission d'un sujet, alors il ne s'agit pas du sujet philosophique, d'une subjectivité qui ne peut pas donner lieu à un projet de résistance, qui paie un prix immense qui est celui de la destruction progressive de soi, et que ça va de pair avec une douleur et une solitude qui sont absolues. Le passage aux années 70 se fait à travers l'expérience du GIP, et le GIP, c'est à la fois la question du projet. Est-ce qu'on peut faire un projet de résistance? Est-ce que ça a du sens de se poser en résistance par rapport à un rapport de pouvoir qu'on subit en tant qu'objet du pouvoir, cet objet du pouvoir qui paradoxalement est appelé par le pouvoir sujet, parce que le pouvoir s'applique à des objets et construit des objets qu'il désamorce et les appelle sujets. C'est ce qui est arrivé aux détenus en prison. Alors, la première question, c'est celle de la resubjectivation. Et la deuxième question, c'est, au-delà de la resubjectivation qui passe par la pratique de la résistance, à quelles conditions cette résistance pouvait être collective? Alors les questionnaires, pour en arriver aux questionnaires distribués par le GIP, qui ont été difficiles à mettre en place, y compris parce que les détenus n'y étaient pas habitués, c'était une manière de redonner la parole aux détenus. Ça ne voulait pas dire parler à leur place, ça voulait dire que pour la première fois, ils étaient à nouveau sujets d'eux-mêmes. Ils étaient sujets de leur propre histoire, ils étaient sujets de leur propre malheur, ils étaient sujets de leur propre désir, de leur propre rage, et que être sujet de soi, et non pas objet du discours des autres, c'était en soi une posture de résistance. Et puis il y avait la deuxième dimension qui était qu'au-delà de la réponse singulière, individuelle de chacun, il y avait quelque chose comme une action collective qui ne rentrait pas sous les cadres traditionnels de lecture de l'action collective, qui ne correspondait en aucun cas, par exemple, à ce qu'avait pu en dire une lecture très orthodoxe, très marxiste, très orthodoxe à l'époque. C'était pas la classe, c'était pas le prolétariat, c'était pas non plus les délinquants, ça c'était le discours du pouvoir. Il y avait la prise de conscience que ces catégories-là, qui sont les catégories traditionnelles du collectif, étaient du côté du pouvoir, et que réinventer une autre forme de communauté, c'était aussi un geste de résistance. Alors il y a des échos. Il y a en Italie, par exemple, qui est un terrain que moi je connais bien, plus que la France pour des raisons autobiographiques, parce que j'y vis depuis longtemps et parce que j'y ai travaillé. Il y a en Italie, dans la seconde moitié des années 60, à partir de 64-65 et puis encore plus à partir de 68, un courant qu'on appelle le courant ouvriériste, qui est une lecture extrêmement serrée de Marx, et qui est une lecture marxiste non orthodoxe, en rupture ouverte avec le PC, et pourtant le PC italien est moins stalinien que le PC français de l'époque. Parmi les instruments pédagogiques de l'ouvriérisme, et sans vouloir parler de l'ouvriérisme en soi, il y a la pratique de l'enquête, où l'enquête n'est pas une enquête sociologique parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer un spécialiste ou un expert analyser les autres, c'est-à-dire prendre les autres pour objet, ce n'est pas un discours de savoir, où l'enquête est une pratique. Où l'enquête est une pratique, et une pratique politique, où les sujets, l'enquêteur et les enquêtés, se produisent dans cette expérience qui est une expérience réciproque.
Alors les ouvriéristes italiens, ce qu'on a appelé l'opéraïsme en italien, ont lancé très vite des auto-enquêtes où il y avait cette espèce d'interaction entre enquêteurs et enquêtés, ce qu'on appelait l'auto-enquête, mais ce qu'on appelait aussi l'enquête participative, qui est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui en Italie sur beaucoup de terrains sociaux. Et c'est vrai que le type d'enquête, quand on lit les textes qui ont été regroupés par Philippe Artière, le type d'enquête lancé par le GIP, le type de démenti systématique à une perspective sociologique traditionnelle, en tout cas à l'époque, où l'observateur et l'observé sont nettement séparés par un statut de savoir, et où le matériel brut est donné par l'enquêté, mais où l'enquêteur est en charge de mettre en forme le matériau d'enquête. Ça sautait complètement. Je crois que Foucault s'est construit énormément dans cette expérience-là, qu'une bonne partie de Surveiller et punir, et par ailleurs des interrogations successives au début des années 80 sur l'éthique et sur la pratique de soi, sur la technique de soi, et sur la production de subjectivité sont sorties de là. Et je pense aussi que les détenus se sont construits à travers ça comme singularité et comme nouvelle communauté. On peut parler d'un héritage du GIP et de cet engagement de Foucault. C'est quelque chose de très important quand Daniel Defer crée Aide. Parce que c'est bien l'idée de Aide de constituer un savoir à partir de l'expérience des malades et d'intervenir pour modifier et les questions de prévention et les questions d'accès aux soins et les questions de prise en charge sociale et médicale à partir du savoir que chaque malade a de sa maladie. Je donnerai simplement un exemple qui est tout à fait frappant, c'est que quand Aide commence à faire du suivi à domicile, les volontaires de Aide fonctionnaient en binôme et ils tenaient un journal en binôme divisé en 3 parties. La première sur l'état général de la personne qu'il suivait, seconde sur ses problèmes psychologiques et la troisième sur les problèmes sociaux. Tout ça remontait à Aide et à partir de là, un certain nombre d'axes typiquement politiques pouvaient être dégagés et les militants de Aide cherchaient à intervenir sur les politiques publiques qui étaient à l'époque, comme on le sait, assez désastreuses. Donc, enfin inexistantes en tout cas. Pour essayer de préciser au fond quel type de relations, même si ce ne sont pas vraiment des relations, il peut y avoir entre, disons, des problématiques sociologiques de la socialisation au sens fort, et celle qu'a donnée Pierre Bourdieu en adaptant et en reconstruisant la théorie de l'habitus en est sans doute la plus remarquable dans la France des 30 dernières années. Pour essayer de comparer au fond cette approche sociologique avec la problématique de l'assujettissement chez Foucault, il faut peut-être dire que d'un côté, la sociologie, avec des variantes bien sûr au cours de l'histoire, depuis Durkheim jusqu'à Bourdieu, mais en passant par de nombreux sociologues étrangers, a posé en termes tout à fait abstraits la question de l'intériorisation. Alors, c'est le cas chez Durkheim, c'est le cas chez le sociologue américain Talcott Parsons. C'est aussi le cas chez Bourdieu, bien que la question propre du corps, qui est le lieu de cette intériorisation, soit posée, et que la notion d'habitus telle que l'a développée Bourdieu fasse sa part à la question de l'inscription corporelle de formes de ce que Bourdieu appelait de domination. Ce qui me paraît tout à fait différent chez Foucault, c'est qu'il n'y a plus là une problématique unique de l'intériorisation, dans le sens où on prendrait la métaphore au sérieux. C'est-à-dire vous avez une unité dans laquelle on met des choses et qui intériorise, au fond, qui les ingère et les intègre. Ce que Foucault, à mon sens, a apporté, mais là on peut en discuter bien sûr, c'est précisément
pluralité de ces formes, disons, d'inscription, et au contraire, disons, de ce qui pourrait apparaître, comme certains lecteurs un peu pressés nous ont conduit quelquefois à le penser. Chez Foucault, l'assujettissement n'est pas du tout disons, une procédure simple d'intériorisation. Au contraire, elle permet de croiser divers plans, et on peut faire l'analogue, disons, avec ce qu'il a dit sur les plans discursifs. C'est-à-dire qu'on peut penser, disons, à la fois le processus et le corps comme le croisement de dispositifs très divers et comme disons, le lieu de prise politique ou ce qui sera appelé le biopouvoir qui, justement, ne se disent pas sous la forme de la contrainte du corps ordinaire et ouvrent, disons, des perspectives, alors peut-être peu définies, mais pour penser justement ce rapport politique d'assujettissement de manière probablement plus riche que ce que nous offrent les théories de la domination, qui restent bien abstraites. Ce que Foucault donne à penser aux sociologues, c'est à la fois précisément que le corps vivant devient le centre de l'analyse, alors que les sociologues l'ont souvent considéré comme une espèce de boîte noire, hein, et on parlait d'intériorisation, etc., mais en termes très abstraits. Donc là, le corps est présent dans l'analyse, ses forces s'exercent sur lui, et secondairement, Foucault, je crois, enfin, autour de la notion de microphysique du pouvoir, particulièrement parce qu'elle est bien connue, nous a appris aussi à ne plus considérer, disons, l'exercice de la force sous forme unilinéaire d'un poids structurel s'exerçant sur les individus. Il l'a rendu beaucoup plus complexe et peut-être aussi plus opératoire. En tout cas, c'est l'intérêt que je verrais à une lecture par un sociologue, et non pas une lecture sociologique, de surveiller et punir. Je pense enfin, qu'il y a effectivement des affinités, à la fois d'ailleurs quant à l'intention enfin, critique de ce type d'analyse, enfin, c'est-à-dire, il y a aussi, enfin, je sais pas, une façon, c'était celle de Foucault, c'était celle de Bourdieu aussi, c'était d'avoir conscience, enfin, justement, bon, de la dureté du monde, des contraintes, des rapports de domination, des rapports de pouvoir, etc. Et en même temps, essayer de ne pas s'agenouiller devant eux. Et donc, penser aussi que, oui, réfléchir, penser, c'était d'une certaine façon aussi résister à un certain ordre dominant. Donc, il me semble effectivement que de ce point de vue, là non plus, je ne veux pas monter, mais enfin, je me situe dans cette perspective qui contient d'ailleurs beaucoup d'autres personnes, évidemment, bon, d'une sorte de pensée critique ou de sociologie critique. Et alors ça, en général, j'allais dire, quel que soit le sujet, mais s'agissant de l'individu, il y a aussi, bien que ce ne soit pas du tout les mêmes catégories, je pense que, effectivement, enfin, Foucault aurait été d'accord pour penser, on ne va pas le faire penser, je ne crois pas qu'il soit explicitement exprimé là-dessus, ou en tout cas je ne l'ai pas lu, bon, la dénonciation d'une sorte de naïveté de l'idéologie dominante de l'individu, qui est d'ailleurs la conception libérale ou néolibérale de l'individu, à savoir qu'un individu comme ça, il serait doté d'une potentialité en quelque sorte de sa propre nature d'individu, et que ce serait au contraire des contraintes étatiques, bureaucratiques, etc., qui l'empêcheraient de s'épanouir comme individu. Bon, je pense que Foucault aurait peut-être été très critique vis-à-vis de cette naïveté libérale, et moi aussi. Donc là, c'est ce que je disais, il y a des affinités. Ceci dit, la théorie, par exemple, du biopouvoir, ça peut être une façon de dire ça, hein, d'expliciter ça.
Bon, de même, enfin, enfin, les explications que Foucault donne des disciplines, enfin, en particulier vers le XVIIIe siècle, etc. Bon, et j'allais dire, bon, moi, j'emploie pas ce vocabulaire, non pas que je le critique. Bon, comme je prends la question aussi un peu du côté de la protection sociale, qu'est-ce que pour un individu être protégé? Donc, c'est être sensible aux dispositifs étatiques, au système d'assurance, aux solidarités collectives, etc., que Foucault, je pense, pour Foucault, c'était sans doute moins central. Et derrière ça, d'ailleurs, il y aurait peut-être, mais ça je le dis avec beaucoup de prudence, un rapport différent à l'État. Parce que c'est vrai que Foucault, et d'ailleurs les gens de ma génération vers les années 68, ont été extrêmement critiques à l'égard de l'État. Et Foucault, je crois, a représenté de ce point de vue une position assez paradigmatique. Maintenant, sans pour autant, je pense, avoir changé, en tout cas de camp politiquement, enfin, il me semble, hein, je suis profondément convaincu, donc l'État, c'est un principe de régulation absolument indispensable, y compris dans une démocratie. Alors qu'effectivement, il y ait des contreparties un peu, quelquefois beaucoup, bureaucratiques, assujettissantes dans la présence de régulation collective de l'État, c'est vrai, mais néanmoins, si on pense que l'individu ne tient pas debout tout seul, bon, une réflexion sur l'État, mais aussi une certaine valorisation du rôle de l'État est indispensable, semble-t-il, pour avoir une conception un peu réaliste de ce qu'est un individu dans une société moderne.